Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo un petit peu inédite. Donc une vidéo qui explique pourquoi vous devez absolument jouer à ce jeu fantastique qu'est Horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif. Pourquoi ce jeu ne ressemble à aucun autre. Pourquoi il procure beaucoup plus de sensations ludiques que quasiment tous les autres jeux. Voilà, c'est une courte vidéo sur les raisons qui m'ont poussé à jouer à ce jeu, qui est vraiment fantastique, brillant, merveilleux. La langue française est quasiment insuffisante pour expliquer vraiment toutes les sensations qu'on peut ressentir à jouer à ce jeu. Je vais essayer néanmoins de vous les expliquer aujourd'hui. Je voulais absolument faire cette vidéo parce que c'est un jeu qui n'est pas assez connu de mon point de vue. Il a quelques inconvénients, je vais y venir aussi, mais il a surtout beaucoup d'avantages. Alors, Horreur Arkham, j'ai pratiqué après avoir fait tout cela, entre autres, en plus de tous ceux qui sont là-bas, je connais un petit peu la musique, si j'ose dire. Tout ça, ce sont vraiment très bons jeux. Le Charlatan qui vient de sortir, bon, petit jeu familial, avec un Chaos Bag aussi, on peut le dire, un Charlatan de Belcastel. Bon, un jeu quand même intermédiaire plus, mais très très bon. Terra Mystica, un classique parmi les classiques maintenant. Sith, on ne le présente plus. Clank, un peu plus familial, mais très sympa à jouer. Unlock, des aventures aussi, il y a de l'aventure dans Arkham, donc je l'ai mis dans cette pile. Et puis Time Story, que vous connaissez peut-être, que je vous recommande. Mais tous ces jeux-là sont de mon point de vue inférieurs à Horror Arkham parce que leur mécanique aussi fantastique soit-elle, elle se répète un petit peu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, forcément, quand on connaît les rouages du jeu, on prend son plaisir en les appliquant de la meilleure façon possible, de façon à battre ses adversaires. Ce sont des jeux compétitifs. Horror Arkham est un jeu collaboratif. Donc c'est répétitif au bout d'un moment, et c'est là-dessus qu'on y trouve son compte aussi, parce qu'on connaît bien les mécanismes du jeu, et que donc on veut faire la meilleure partie possible pour donner le pion à ses adversaires. Mais le côté aventure, le côté découverte, forcément s'estompe après les premières parties. Notamment Sith, Terra Mystica, bon c'est tout beau tout neuf au début, puis au fur et à mesure des parties, bon il y a un petit air de déjà-vu forcément qui s'installe par définition, puisque ce sont des jeux uniques. Là où Horror Arkham va être fort, c'est que Horror Arkham, à chaque partie, comme il y a un scénario, ça se renouvelle. Alors que pour toutes ces boîtes-là, il faut attendre les différentes extensions. Alors on pourrait aussi parler de Time Story, où il y a des scénarios, mais là la rejouabilité, elle est quand même extrêmement faible. Une fois que vous avez reçu le scénario, en dehors de prêter la boîte à un ami, vous ne pouvez pas en faire grand chose. Pareil pour Unlock. Donc Unlock, c'est très très bon, c'est un grand moment d'une heure pour chaque scénario, mais quand c'est fini, c'est fini. Malheureusement, la jouabilité n'est pas au rendez-vous. L'aventure est au rendez-vous, mais la rejouabilité ne l'est pas. Donc pour tous ceux du dessous, la rejouabilité est là, mais l'aventure, elle, par contre, s'estompe, à moins d'avoir des extensions supplémentaires. Voilà, donc je vais venir aux bons éléments d'Horreur Arkham. Pourquoi il faut absolument que vous démarriez avec la boîte de base que vous voyez là-bas. Donc là vous avez les paquets mythes, le paquet renouveau qui vient de sortir, les plus récentes on va dire. Et puis ça ce sont des scénarios un peu plus des pods, ce qu'ils appellent des pods, c'est édité à la demande. Ce sont des scénarios hors campagne on va dire. Donc le jeu est assez complet, je vais commencer par un inconvénient, c'est un jeu qui a un certain coût. Une fois que vous tombez dedans, un peu comme Magic ou d'autres, ça a un coût. Chaque paquet coûte 15 € chez Philibert, et puis chaque extension de luxe, c'est-à-dire chaque deux boîtes de base de chaque campagne, il y a sur ce jeu actuellement qui existe, si je ne me trompe pas, 4 campagnes supplémentaires, je vais les compter. Héritage de Dunwich, ça fait 1. Carcosa, le cercle brisé, et puis la dernière, les aventuriers, l'île perdue. Le nom m'échappe.
Donc ça fait 4 campagnes plus celle de base qui chacune compte 7 à 8 scénarios. Voilà pour ce qui existe à ce jour en juin 2019. Donc c'est un jeu qui a un certain coût et vous me direz pourquoi jouer à Horror Arkham plutôt qu'à Magic ou peut-être le Trône de Fer. Donc en premier lieu c'est un jeu de cartes évolutif, c'est-à-dire que dans les paquets vous allez trouver les mêmes cartes, c'est pas un pay to win. Un Magic, comme vous le savez, plus vous achetez de cartes, plus vous avez de chances d'avoir de bonnes cartes. Et globalement, quand vous démarrez Magic, eh bien, malheureusement, il faut constamment acheter des cartes. C'est fait pour. Sur Arkham, il faut constamment aussi acheter des cartes, mais on va dire que ce n'est pas forcément obligatoire. Et surtout, les paquets sont identiques. C'est un jeu de cartes évolutif. Voilà, donc c'est onéreux, mais c'est onéreux dans le bon sens du terme. Parce que chaque fois que vous allez acheter de nouveaux paquets, ça va vous rajouter des aventures, beaucoup d'aventures, enfin un scénario par paquet, et un scénario rejouable. Donc beaucoup de temps de jeu à chaque nouveau scénario. Voilà, chaque scénario est très inventif, très bien fait, toujours inédit par rapport au précédent, jusqu'à présent. On découvre quelque chose, on me dirait l'appel du Cthulhu, ça peut être une maison hantée à découvrir ou les enquêtes au journal du coin. Ça se renouvelle toujours sur Horror Arkham jusqu'à présent. Je n'ai jamais vu la même chose, c'est ça qui est fort. Alors, après un inconvénient au coût, quels sont les avantages? Eh bien, c'est une immersion exceptionnelle qu'il y a dans ce jeu à l'aide de simple paquet de cartes. Ce jeu, vraiment, surtout en multi, vous fait vivre à chaque fois des aventures dans l'univers de l'appel de Cthulhu, donc il faut quand même un petit peu apprécier l'univers de Lovecraft, ça c'est un fait. En plus d'apprécier les jeux de cartes, c'est encore un autre fait. Mais il y a une immersion exceptionnelle à combattre les créatures du mythe sur chaque scénario de ce jeu. Avant de continuer sur l'immersion, je vous rappelle brièvement le thème du jeu. Donc vous jouez le rôle d'un petit groupe d'intrépides investigateurs qui mènent l'enquête afin de découvrir la véritable nature d'une terrible menace qui met en péril toute l'humanité. Donc je vais citer Lovecraft, qui correspond bien au jeu, c'est au dos de la boîte de base. L'émotion la plus intense et la plus ancienne de l'humanité est la peur. Et la peur la plus intense et la plus ancienne est la peur de l'inconnu. Et c'est une citation de Lovecraft qui correspond bien à ce jeu. Donc vous allez enquêter sur les mystères du mythe, c'est extrêmement varié, vous allez jouer le rôle d'un personnage qui va enquêter et tenter de contrecarrer divers cultes, tous aussi néfastes les uns que les autres. Donc ça c'est pour l'univers de l'appel de Cthulhu, que je pense que tout le monde connaît, mais j'ai cru bon de le rappeler. Pourquoi de l'immersion? Eh bien, dans chaque partie collaborative que vous avez faite, vous allez discuter autour de la table de ce que vous allez bien pouvoir faire sur ce tour pour aller explorer tel ou tel lieu. Donc là, par exemple, j'ai fait la mise en place de la banque Gagne Toujours que j'avais joué tout à l'heure. Donc on a différents lieux. Ce qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'on se déplace. Les investigateurs vont se déplacer sur un terrain de jeu qui est créé de toutes pièces à l'aide des cartes. Donc on a la lounge du club de trèfle. Là, nous sommes à la Bella Luna, c'est un club de jeu clandestin où nous allons partir à la recherche de Peter Clover et puis de comment s'appelle-t-il déjà, du docteur Francis Morgan. Donc, je vous invite à relire l'héritage, l'abomination de Dunwich, la nouvelle de Lovecraft. Le scénario en est directement inspiré. Et donc, vous allez discuter de ce que vous faites dans le jeu. Vous avez un paquet de cartes, un paquet de 30 cartes. Vous allez venir tirer des cartes comme dans tout jeu de cartes évolutif et puis vous allez jouer des cartes soutien, des cartes événements, des cartes compétences. Il y a énormément de choix tactiques dans ce jeu. C'est-à-dire avec vos 5 premières cartes, eh bien, vous allez avoir différents choix qui s'offrent à vous et l'éventail de possibilités est important. Est-ce que vous allez commencer par jouer vos alliés? Donc vous pouvez être accompagné, par exemple ici vous êtes accompagné d'un chien, vous pouvez être accompagné d'alliés, donc par exemple le docteur Francis Morgan qui va venir pouvoir vous rejoindre.
et vous apporter une aide dans le scénario? Est-ce que vous allez tout de suite chercher à explorer les lieux? Est-ce que vous allez vous équiper d'armes? Est-ce que vous allez vous déplacer tout de suite? Est-ce que vous allez chercher à piocher les cartes? Parce que globalement, plus vous avez de cartes en main, plus vous avez de possibilités. Donc faut-il mieux poser les cartes que vous avez déjà ou chercher à acquérir de nouvelles cartes? Vous allez pouvoir acquérir de nouvelles ressources de façon à pouvoir poser des cartes plus chères. Donc là, par exemple, c'est une carte qui vaut 2. C'est pas forcément un bon exemple parce que cette carte-là est posée dès le début du jeu. Mais par exemple, eh bien, si vous jouez Peter Sylvestre, il va vous coûter 3. C'est marqué en haut à gauche, c'est un allié. Donc vous n'avez qu'un seul emplacement d'allié. Et donc c'est Peter Sylvestre. La vedette du campus va vous rapporter différents pouvoirs. Au niveau immersion, en plus des lieux et des discussions que vous avez avec les différents investigateurs qui jouent avec vous le scénario, donc de 1 à 4, c'est un jeu jouable en solo, mais plutôt fait pour 2 joueurs. Après, si ce sont des joueurs expérimentés, on peut jouer à 3 ou 4, mais il faut faire attention un petit peu au temps de jeu, je dirais. C'est un jeu qui prend son envol à partir de 2 joueurs, mais c'est un grand plaisir aussi de le pratiquer seul. Si vous avez aimé les livres dont vous êtes le héros quand vous étiez jeune, eh bien ça s'en rapproche un petit peu, mais en plus immersif, en plus interactif, en plus ludique. L'autre élément immersif, c'est que vous avez toujours des petits textes sur les cartes qui sont super bien faits. Par exemple, pour Peter Sylvestre, la vedette du campus, eh bien, c'est un jeune homme à la carrure impressionnante et dégage cette sorte d'assurance que seule la jeunesse peut conférer. Sur chaque lieu, vous avez, enfin sur chaque carte, ou presque, hein, vous avez un texte d'immersion que je vous recommande de lire à chaque fois que vous tombez sur la carte. Enfin, au bout d'un moment, on la connaît un petit peu par cœur, certes, mais par exemple, la carte cran, restez derrière, je m'en charge. Ça, c'est, voilà, vous avez beaucoup de textes, et notamment sur les lieux. Donc les lieux, eh bien, ils ont toujours une description. Donc les graphismes du jeu sont vraiment très très bien faits. Toutes les cartes sont vraiment très très bien dessinées. Ça va au-delà du Trône de Fer ou de Magic, je trouve. La Bella Luna était un établissement polyvalent. Polyvalent, c'est-à-dire qu'on pouvait y faire beaucoup de choses. Hein. Je ne vous fais pas de dessin. Et donc vous avez toujours un texte des cartes. La musique est un vrai cliché. Ils ne servent que des spaghettis. Comme couverture d'un établissement clandestin, on n'est vraiment pas très inspiré. Donc il y a toujours des textes d'ambiance qui sont toujours très très bien faits, qui vraiment apportent une grande part à l'immersion dans le jeu. Le deuxième élément qui fait que c'est un jeu qui est un petit peu hors norme au niveau de l'immersion, c'est que les pouvoirs des cartes sont toujours très bien choisis par rapport, si j'ose dire, très bien choisis par rapport à leur titre et à leur illustration. Par exemple, en pleine forme va vous rapporter des points de bonus dans vos compétences si vous n'avez pas trop d'objets posés devant vous. Et c'est très fleuve, puisque effectivement, si vous n'êtes pas trop chargé, eh bien vous êtes en pleine forme et vous avez des bonus. Toutes les cartes sont comme ça. Par exemple, Duck, qui est un toutou qui vous accompagne, eh bien Duck, avant d'enquêter, vous allez pouvoir vous déplacer, ce qui symbolise le fait que le chien peut courir, aller fureter un petit peu partout et vous faire gagner du temps. Toutes les cartes de ce jeu, que ce soit les cartes rencontres, je vais vous montrer une carte rencontre, donc ce sont des cartes événements qui vont intervenir à chaque tour et qui vont là encore participer à l'aventure. Par exemple, je l'ai pris vraiment au hasard, un prix en train de tricher, donc c'est une carte qui a renfort, donc vous allez devoir en tirer une autre. Tu crois que tu peux nous avoir comme ça, hein? Pris en train de tricher. Vous voyez l'illustration encore super bien faite. Chaque joueur qui a triché doit perdre 2 ressources et subir un dégât. Alors qu'est-ce que c'est que tricher? C'est une particularité de ce scénario. Je vous passe les détails, mais à un moment donné du jeu, vous pouvez choisir de tricher. Ça fait partie des nombreux choix tactiques, ou de ne pas tricher. Et si vous avez triché, eh bien vous êtes pris par cette carte la main dans le sac et eh bien vous avez une pénalité en ressources. Toutes les cartes du jeu sont comme ça, avec une très très grande, un très très gros fluff au niveau du pouvoir. Et ça, je ne l'ai pas vu dans les autres cartes auxquelles j'ai joué. Je n'ai pas joué 36, hein. J'ai joué le Trône de Fer, où les cartes sont un petit peu répétitives. La Reine des Épines,
ressemble un petit peu je sais pas moi, au dragon. Toutes les cartes ont des pouvoirs différents mais qui ne correspondent pas forcément à leur texte ou à leur titre. Et voilà, ça manque un petit peu d'immersion pour le trône de fer à ce niveau-là. Et sur ce jeu-là, eh bien, sur chaque carte, que ce soit au niveau du texte d'ambiance ou au niveau du pouvoir, ça va correspondre au texte. Et là, je n'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Et ça, c'est encore un élément important pour l'immersion. Au niveau multi, vous verrez à votre première partie, les discussions, vraiment tout le monde se prend en jeu très rapidement. J'ai dû former une quinzaine de joueurs sur ce jeu actuellement. Et tout le monde, des enfants de 12 à 18 ans, entre guillemets, eh bien, va rapidement se prendre au jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va là? J'ai envie d'aller découvrir le lieu. Je voudrais bien jouer mon revolver, lui rajouter des munitions. J'ai envie de jouer mon sort. Je voudrais prévoir telle ou telle carte rencontre, puisqu'il y a des sorts de divination, enfin ce type de choses. Et vraiment, tout le monde discute. Il n'y a pas d'effet leader comme il y a dans beaucoup de jeux collaboratifs. Même s'il y a un joueur qui connaît déjà le scénario, bon, qui ne va pas effectivement révéler les éléments, ça c'est sûr qu'il ne faut pas révéler les éléments du scénario, mais même s'il connaît bien le jeu, il va un petit peu aider, il va aiguiller, mais chaque joueur va prendre ses décisions, quelle carte il veut poser, quels alliés il a envie de poser. Et il n'y a pas du tout d'effet leader dans ce jeu, à la différence de beaucoup de jeux collaboratifs. L'immersion, j'en ai parlé. Le fluff, j'en ai parlé. La rejouabilité. Donc vous me direz, qu'est-ce qui différencie Horror Arkham JCE de Unlock ou de Time Stories? Eh bien, c'est aussi la rejouabilité exceptionnelle. Je n'ai jamais vu un jeu avec une aussi grande rejouabilité, alors que par définition, il y a des scénarios, et que quand vous avez fait le scénario, a priori, vous n'avez pas envie de rejouer. C'est faux. Dès que vous avez terminé le scénario, vous n'avez envie que d'une chose, c'est de tenter un autre investigateur. Des investigateurs, il y en a beaucoup, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc par exemple, Diana Staley, l'acolyte des crépuscules d'argent. Donc chaque carte investigateur que vous allez pouvoir jouer, vous choisissez votre investigateur en début de campagne ou en début de scénario, est accompagné d'une carte traîtrise qui symbolise eh bien, les cauchemars de chaque investigateur ou son horrible passé, puisque dans l'appel de Cthulhu, vous savez que vous devenez un petit peu dément, et une carte pouvoir, donc une carte signature. Donc là, Diana Staley est équipée d'une lame du crépuscule qui va lui donner des pouvoirs particuliers. Et Marie Lambeau, je recadre un petit peu, Marie Lambeau, la chanteuse. Donc là, nous sommes dans les mystiques, ce sont des cartes à consonance violette, ce sont des gens qui sont versés dans l'étude des arcanes. Akashi O'Neill, la chamane, vous avez Jim Culver, le musicien. Voilà, vous avez différents investigateurs que vous allez pouvoir choisir et pouvoir jouer. Et chaque investigateur est personnalisé d'une part par le deck qu'il va devoir faire. Donc le deck est toujours indiqué au dos. Donc ici, ça vous indique quelle carte vous pouvez mettre dans le deck de Diana Staley. Mais vous allez quand même constituer votre personnage et choisir quelle carte vous allez mettre dedans. Donc il y a actuellement environ 25 investigateurs dans le jeu. Donc ça vous donne la rejouabilité que vous pouvez faire, parce que quand vous terminez un scénario, vous avez tout de suite envie de damer le pion des créatures du mythe et de refaire le scénario de façon à mieux jouer, à avoir plus de points de victoire, parce que là-dedans vous collectez de l'expérience pour les scénarios suivants si vous jouez en mode campagne. Et vraiment, je prends autant de plaisir à jouer un scénario que j'ai déjà joué et que je connais, et où je vais essayer d'optimiser mon aventure, qu'un scénario que je n'ai jamais fait, où là effectivement le côté aventure prend le dessus puisque je ne connais aucune carte. Mais la rejouabilité est exceptionnelle. Donc le scénario de la boîte de base, j'ai dû déjà le jouer une vingtaine de fois chacun. Il y a 3 scénarios dans la boîte de base, ça fait, je vous laisse faire le calcul, et je vais accepter immédiatement une partie sur la boîte de base si on me le propose, parce que ce jeu, j'ai encore envie d'attaquer les ghouls qui se trouvent dans la boîte de base. Vous êtes aux prises avec un cercle de cultistes qui invoquent des ghouls dans votre maison, et
bah, on a envie de rejouer le scénario, quoi. Ça n'arrive qu'à ce jeu-là, ça ne me fait pas ça sur les autres jeux. Voilà. Autre élément qui fait que c'est un jeu qui est vraiment très très appréciable, c'est un jeu de cartes. Alors ça paraît être une évidence, mais il faut quand même le dire, il faut apprécier de jouer aux cartes. Peut-être qu'étant plus jeune, vous avez joué à la belote, au tarot ou que sais-je encore, au poker, au bridge. Taper le carton, c'est un mode de vie, c'est une activité. Il faut aimer taper le carton, même sur ce jeu de cartes. C'est un jeu de cartes très évolué, rien à voir avec la belote ou le tarot évidemment, mais ça reste un jeu de cartes. Et moi qui aime beaucoup jouer aux cartes, eh bien, dans ce jeu de cartes, on trouve non seulement l'aventure, le tactique, la stratégie, mais ça reste un jeu de cartes et quand on a envie de jouer de cartes, eh bien, on apprécie Horror Arkham JCE. Donc, Lovecraft, l'appel de Cthulhu, l'immersion, le fluff, la rejouabilité. J'ai parlé du côté financier, mais après tout, 15 € par mois, il y a actuellement un scénario qui sort par mois, ça coûte donc 15 € par mois à pratiquer. C'est quand même moins cher qu'un paquet de cigarettes. À l'heure actuelle, moi, ça me paraît très très raisonnable. C'est beaucoup plus sain. Et puis, un paquet de cigarettes, c'est fini en quelques minutes. Là, un scénario, vous allez pouvoir le jouer et le rejouer, je vous assure. Alors, comment est faite l'immersion sur le jeu? Comment sont faits les scénarios? Ben, je vous ai parlé des lieux. Des lieux. Vous avez votre paquet de cartes ici sur votre deck. Vous avez, donc ça, ce sont les cartes joueurs. Donc à ne pas confondre avec les cartes lieux. Vous avez les cartes ici, intrigue. Les cartes intrigue, donc qui vont être le scénario. Donc ici, vous devez dénicher le Dr Morgan. Le club est bondé. Quelqu'un sait peut-être où il se trouve. Donc vous avez différentes cartes. Et au fur et à mesure que le scénario avance, vous allez dérouler ce deck. Et ça va vous aiguiller sur le scénario. Donc l'intrigue, c'est toujours mauvais, c'est le mythe qui progresse, alors que l'autre paquet de cartes à côté, eh bien, c'est l'acte. Donc là, au fur et à mesure que vous allez démêler l'enquête, eh bien, vous allez pouvoir faire avancer ce deck acte, qui là encore comporte plusieurs cartes, et qui là, par contre, va vous permettre d'achever le scénario. Donc là, c'est en cours de partie. Et vous avez, dans chaque extension de luxe et dans la boîte de base, donc un livret qui vous décrit le début de la campagne. Donc là, c'est l'héritage de Dunwich. Donc vous avez les règles de mise en place et puis surtout un texte d'immersion que vous lisez avant le début de la partie. Autre élément sur la rejouabilité, c'est la difficulté. Donc vous pouvez adapter la difficulté du jeu selon que vous ayez beaucoup ou pas beaucoup de cartes, selon que vous connaissiez bien ou pas bien le jeu. Donc sur chaque scénario, eh bien, vous avez une petite carte qui va vous indiquer eh bien, la signification de certains jetons qui vont vous donner des résultats plus ou moins bons. Donc là, vous êtes sur le côté facile et standard, et si vous retournez la carte, vous avez un côté difficile et expert. Donc par exemple, là, le jeton crâne, c'est -3 en difficile expert, mais si vous mettez de ce côté-là, c'est que -2. Donc vous avez une rejouabilité importante aussi par rapport au niveau de difficulté du jeu. Si vraiment vous avez fait le tour d'un scénario, je vais le tenter avec tel investigateur en mode difficile. Je veux voir ce que ça donne. Je suis un expert maintenant, j'ai les rois et je veux y aller. Alors, c'est quoi les jetons spéciaux? Eh bien, c'est le Chaos Bag. Donc, c'est quoi le Chaos Bag? C'est une particularité d'Horror Arkham. C'est un espèce de dé à 16 faces qui est symbolisé par un sac où se trouvent des jetons. Donc, il y a 16 jetons, certains identiques, d'autres différents, mais en grosso modo, il y a 16 faces. Et quand vous allez faire un test, qu'on appelle un test de compétence, c'est-à-dire regarder si au test d'intelligence sur votre investigateur, vous avez 4 caractéristiques, la volonté, l'intelligence, la lutte et l'agilité. Quand on vous demande de faire un test d'intelligence, eh bien vous prenez votre valeur 2, vous la comparez avec la difficulté du test et vous rajoutez un jeton pris au hasard. Donc ces jetons, les voici. Donc vous avez des jetons -1, -2, 0, -3, -4.
Et là, c'est encore un élément, ça peut être un point faible selon certains joueurs. Pour moi, c'est un grand point fort puisque ça donne une part d'aléatoire. Ça donne une part d'aléatoire à ce jeu, un petit côté casino, mais du hasard maîtrisable. C'est pas du hasard gratuit. Je vais dire du mal d'un jeu. Arkham 3e édition, le jeu de plateau. Pour moi, c'est une catastrophe ce jeu, mais vous avez du hasard, mais vous pouvez rien y faire. Vous êtes simple spectateur, vous ne pouvez pas essayer d'augmenter vos chances de probabilité de réussir tel ou tel test, ou au contraire les baisser, ou pas beaucoup. Mais très peu de choix tactiques. Si vous avez déjà joué à Horror Arkham, le jeu de plateau, vous vous dites peut-être qu'Horror Arkham, le jeu de cartes, est dans la même veine. Alors pas du tout, ce sont deux jeux différents. Et s'il y en a un qui est génial, l'autre, à mon avis, est à mettre au rencard. Bon, ça, c'est un avis personnel. Je reviens à mon Chaos Bag. Donc, vous avez des jetons ici, puis vous avez des jetons spéciaux. Donc là, vous avez le jeton crâne. Et donc, quand vous tirez ce jeton, c'est indiqué par la carte scénario ce que ça fait. Ça peut avoir des conséquences spéciales ou est un simple modificateur numérique par rapport à vos tests de compétences. Et puis, vous avez un jeton grosso modo réussite automatique, échec automatique. Les scénarios, les différents effets de jeu vont vous permettre de retirer des jetons de ce Chaos Bag, d'en rajouter, de le modifier, même de prévoir pour certains sorts quel jeton vous allez venir tirer, donc de prévoir le hasard. Et ça, ce Chaos Bag, c'est un élément encore exceptionnel du jeu qui apporte le petit piment, le hasard, le piment aléatoire du jeu. Et ça, c'est vraiment très très bien. On prend plaisir à touiller les jetons du Chaos Bag et à essayer de mettre la chance de son côté, en plus que de manipuler le hasard. C'est-à-dire on va pouvoir rajouter des cartes compétences, on va pouvoir assurer certains tests qu'on veut assurer, mais ça coûte des cartes ou ça coûte des ressources, ça coûte quelque chose. Est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire? Tout ça, c'est des choix à faire à chaque tour. Et ce Chaos Bag, vraiment, une excellente trouvaille parce que c'est beaucoup plus fort qu'un dé. Un simple dé à 6 faces, un simple dé à 10 faces, ces dés-là ne peuvent être modifiés. Là, le Chaos Bag, le dé, en quelque sorte, va pouvoir être modifié selon la difficulté du scénario, selon le scénario ou la campagne en lui-même. Beaucoup de scénarios vont vous dire de rajouter un jeton, tel jeton, donc ça c'est un jeton plutôt néfaste, mais on va vous rajouter un jeton tablette dans le Chaos Bag et ça va venir modifier légèrement les probabilités de ce sac. Donc il faut avoir un petit côté calcul. C'est vrai que c'est important de savoir ce qu'il y a dans le sac pour savoir quelles sont les probabilités de faire -1, -2, -3 pour savoir ce qu'on doit jouer comme carte. C'est important pour la maîtrise du jeu, mais on peut jouer un petit peu au feeling. Franchement, moi je joue plutôt au feeling et je m'occupe un petit peu. Je sais que j'ai 3 -1 dans le Chaos Bag et que donc j'ai plus de chances quand même de tomber sur un -1 et il faut globalement, si je veux avoir des chances raisonnables de réussir le test, assurer sur un -1. Mais c'est tout à fait facultatif que d'avoir un esprit mathématique pour les probabilités. C'est vraiment un jeu d'aventure et non un jeu de calcul. Même si les choix, comme je l'ai dit, les choix tactiques et les choix stratégiques sont super importants. Le Chaos Bag, ensuite, moi un côté qui me plaît, mais bon, certains des joueurs que j'ai formés m'ont dit que c'était plutôt un handicap. C'est un jeu qui se joue de préférence en campagne, c'est-à-dire que sur une campagne, vous avez 8 scénarios. Dans la boîte de base, c'est seulement 3 scénarios. Et entre chaque scénario, il va falloir modifier votre deck. Vous allez avoir des points d'expérience qui vous permettent de modifier légèrement le deck. Quand je dis légèrement, autre point fort du jeu, c'est-à-dire que les points d'expérience, ici, c'est pas 100 000 XP comme certains jeux vidéo où à chaque virage, dès que vous tournez, on vous décerne royalement 20 000 XP. Forza Horizon, je vais pas faire de mauvaise pub, c'est un très bon jeu, mais alors vous donnez un coup de frein, vous avez 100 XP. Bon, c'est un peu dommage. Sur ce jeu-là, chaque point de victoire est super dur à acquérir. Donc là, par exemple, si vous arrivez à vous débarrasser du chef de salle du club de trèfle, il va vous rapporter un seul point de victoire. Globalement, un scénario, c'est 3 à 4 points de victoire, c'est pas 100 000 XP. C'est un jeu qui est difficile, et comme tous les jeux difficiles, c'est intéressant, parce que si c'est trop facile,
le met sur l'étagère et on le remballe. Et donc là, la difficulté du jeu et le fait que les XP soient difficiles à avoir, eh bien c'est un autre point fort du jeu, à mon avis. On a envie d'y revenir à chaque fois. Donc plusieurs scénarios, une aventure en 7 scénarios. Il y a 5 campagnes avec la boîte de base qui sont sorties actuellement, la 6e est en préparation. Il y a des boîtes renouveau qui sont sorties. Sur les boîtes renouveau, c'est quoi? C'est des cartes qui viennent rajouter aux campagnes de base. C'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple, sur la campagne de base, vous aviez 2 lieux, dont un à choisir au hasard. Pour la mise en place du scénario, pour la rejouabilité, vous ne savez pas ce que c'est comme lieu. Vous avez par exemple dans certains scénarios, vous allez avoir 2 cartes barre du club de trèfle. Donc vous ne savez pas laquelle a été choisie. Et les deux ont des effets différents. Donc à chaque fois que vous jouez le scénario, vous avez un côté, vous ne connaissez pas par cœur tous les lieux. Il peut y avoir des écarts. Donc les boîtes renouveau viennent rajouter des cartes barre du club de trèfle. Quand vous faites votre mise en place, eh bien, vous venez en choisir une sur l'ensemble. Et plus il y a de cartes, forcément, plus il y a de rejouabilité, plus il y a d'interactivité. Alors, ce qui m'amène à un inconvénient du jeu, parce qu'il faut être honnête, le gros inconvénient du jeu, et ce qui peut-être va vous rebuter au début, eh bien, ça va être la mise en place du jeu. La mise en place du jeu et la préparation de votre scénario. Vraiment, quand j'ai acheté la boîte, j'ai laissé Horror Arkham dormir un an sur l'étagère, j'ai fait 2-3 parties. On a vu l'intérêt du jeu, on a fait des parties à 2 joueurs, on a vu l'intérêt du jeu, c'était très intéressant, mais alors au niveau mise en place, c'était une prise de tête incroyable, stupéfiante, parce que vous devez sélectionner ce qu'on appelle des sets de rencontres. Alors c'est quoi des sets de rencontres? Je vais vous montrer ça. Par exemple ici, vous voyez, vous avez une petite icône D. Donc il y a dans le deck 5 cartes qui ont cette icône, et le scénario va vous dire il vous faut toutes les cartes avec cette icône. Donc vous devez aller prendre vos cartes, vos 5 cartes avec cette icône, et les mettre pour constituer le paquet qui est ici. Ce paquet est constitué de 5 sets de rencontres. Donc il faut sélectionner vos 5 sets de rencontres et constituer au hasard, en mélangeant le paquet rencontre. Ça, c'est assez long à préparer. Indispensable quand vous démarrez le jeu, ce sont, je vais vous en montrer un, les séparateurs. Donc ça, c'est un séparateur maison. Vous voyez, c'est une carte plastifiée que j'ai imprimé, c'est fait par des fans, et donc ça va vous permettre, vous voyez, vous avez l'icône du set de rencontre ici, donc ça va vous permettre de trier vos cartes. Donc tout joueur un petit peu expérimenté sur ce jeu, au bout d'un moment, donc vous pouvez le faire dès le début, ça vous fera gagner du temps après, va créer ces séparateurs. Alors y a-t-il besoin de les créer? Pas forcément, puisque dans les boîtes renouveau, donc c'est en plus de la boîte de base, donc ici vous avez la boîte renouveau qui correspond à la boîte de base zélatrice, et là-dedans vous allez avoir des séparateurs qui sont tout faits, qui sont moins jolis que ceux-là. Il vaut mieux les faire à mon avis. Je vous en montre un si je trouve. Alors voici un séparateur de la boîte renouveau. Donc vous avez, vous voyez ici le petit icône, et donc vous mettez toutes les cartes qui ont cette icône derrière. Quand vous constituez votre deck rencontre, c'est plus facile. Vous voyez, c'est pas en couleur, mais ça remplit son office. C'est du carton plastifié, et ces boîtes sont vraiment très bien faites. Après, c'est un coût supplémentaire. Si vous achetez la boîte de base plus l'extension renouveau, ça vous coûte 50 €. C'est le prix de Terra Mystica. Site est plus cher, même Clank, je crois, est à 35 €. Bon, voilà, 50 €, c'est un peu le prix minimum pour avoir un jeu je trouve, qui se respecte. Donc, ça vaut le coup. Et dans cette boîte, vous allez avoir ces séparateurs qui vous permettent de trier votre jeu, et qui, moi, quand j'ai découvert le jeu, malheureusement, n'existait pas. Et je me suis dit, on s'est dit, oh là là, quel enfer à trier, quel enfer à arranger. Donc vous avez le deck rencontre à faire, mais vous devez également faire vos 30 cartes de votre deck. Donc
quelque sorte, vous constituez votre personnage. Si vous avez joué à des jeux vidéo ou à des jeux de rôle, eh bien, vous savez ce que c'est que constituer un personnage. Donc ça, c'est un grand plaisir. Dès que vous avez joué votre première partie, vous allez pouvoir orienter la stratégie de votre deck et constituer votre personnage avec ses différents alliés, ses différents objets, ses différentes compétences. Et ça, c'est un grand plaisir. Mais ça prend du temps. Ça prend un petit peu de temps. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous le gardez en dehors des cartes qui sont modifiées grâce au XP, mais vous le gardez pour la campagne. Les 30 cartes, vous ne les faites qu'une fois. Alors, je prends un petit peu d'avance par rapport au reste du jeu. Si vous jouez plusieurs campagnes en même temps, avec un joueur, l'autre à 2 joueurs, l'autre à 3 joueurs, et que vous avez le même scénario, le même personnage, ou alors vous avez un personnage de la même classe et que vous êtes obligé de trimballer les cartes d'un deck à l'autre, tout de suite c'est plus compliqué. Vous avez en ligne une application sur iPhone et sur Android qui vous permet de conserver la trace de vos decks. Donc même si vous êtes débutant, même si vous n'avez que la boîte de base, je vous recommande vivement de télécharger cette application et vous verrez que ça va vous faciliter grandement la vie pour faire votre premier deck, ou vos 2 premiers decks si vous jouez en couple. Ça c'est super important parce que la mise en place et la constitution étant tellement longue que ça peut parfois décourager certaines bonnes volontés. Donc ça c'est un inconvénient du jeu qu'il ne faut pas passer sous le silence, c'est la préparation. Mais pour prendre du plaisir, il faut souffrir, donc la préparation du jeu est importante. Donc moi vous voyez, je rajoute quelques petits éléments de décor, les bougies, le plateau de Tulu, etc. J'aime bien me mettre un petit peu en condition pour combattre les créatures du mythe, parce que pour moi ce jeu-là est un rituel, c'est pas un jeu, c'est une vocation. Donc il faut que les conditions soient optimales. Niveau matériel, vous voyez qu'ici il y a quelques petits éléments qui ne sont pas dans la boîte de base. Bon, c'est vraiment du facultatif, hein, c'est vraiment quand vous commencez à apprécier le jeu, vous avez envie de le stuffer un petit peu, mais c'est pas du tout obligatoire. Vous avez cette petite boîte, ces petits jetons qui permettent de faire le côté connexe entre les lieux. Donc le côté connexe est indiqué par les petits icônes qui sont ici. L'icône qui est là correspond à l'icône qui est ici, donc les 2 lieux sont connexes. C'est comme ça que c'est symbolisé. Donc, ce qui est sympa aussi à ce jeu, c'est qu'on se déplace. Vous allez avoir un petit pion investigateur. Je vais vous en montrer un. Donc ici, c'est un pion fait maison. Normalement, dans la boîte de base, vous avez des espèces de mini-cartes. Mais vous pouvez, en imprimant ces jetons, vous allez trouver ça sur tous les sites liés à Horror Arcane. Et ça, ce sont des capsules de pièces de monnaie, ça ne coûte pas très cher. Et ça vous permet de symboliser votre investigateur. Pourquoi c'est plus efficace que les mini-cartes? Parce que les mini-cartes, pour les attraper, c'est toujours un petit peu chiant, même avec un tapis de cartes. Donc ça, c'est plus facile. Prenez votre pion plus facile, il bouge, et puis quand il a joué, vous le retournez, c'est beaucoup plus facile. Donc les cartes sont pareilles, il y a un côté couleur, un côté noir et blanc, mais là c'est plus facile à retourner et à manipuler. Donc voilà pourquoi tous les joueurs qui pratiquent un petit peu, enfin la plupart, c'est pas indispensable non plus, hein, franchement, mais c'est un petit peu plus agréable lorsqu'on joue beaucoup. On fait ces jetons capsulés, pour symboliser l'investigateur. Donc vous allez vous déplacer entre les différents lieux. Au fur et à mesure de la partie, des lieux vont apparaître, d'autres ne seront plus accessibles. Tous les scénarios vous font découvrir vraiment un lieu, un univers différent. Là, je vais jouer une partie dans un club clandestin. Après, je vais sans doute aller à Dunwich, je vais prendre le train, je vais peut-être même aller prendre un portail interdimensionnel, aller dans un autre monde. Ou alors dans un autre scénario, je vais aller au théâtre, voir le roi en jaune, ou je vais peut-être tenter d'infiltrer la loge du crépuscule d'argent, dans le cercle brisé. Enfin, tout est vraiment très très différent, et chaque lieu est bien décrit, et chaque lieu a une espèce de pouvoir qui, par exemple, à la salle du club de Trèfle, je vais certainement pouvoir jouer au casino et gagner des ressources, ce qui correspond bien forcément. Je vais vous montrer la carte, elle est super bien faite cette carte. Regardez-moi ce dessin, c'est une œuvre d'art. Donc là, vous voyez, il y a une petite icône
serrure, ça veut dire qu'on est sur le côté non révélé. Donc quand mon investigateur va arriver sur cette carte, eh bien, je vais pouvoir savoir ce qu'il y a dans la salle du jeu du club de trèfle. Et là, vous avez le petit texte d'ambiance. Voilà. Alors, autre point important pour la rejouabilité, ce sont les classes de personnages. Vous avez dans le jeu 5 classes de personnages qui sont extrêmement différentes à jouer. Donc, vous avez la classe survivant, c'est un petit peu le personnage ordinaire qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, mais qui donc va s'en sortir par miracle. Hein. Il y a beaucoup d'événements chanceux, refaites le test, enfin c'est une classe vraiment, ce sont des personnes ordinaires qui n'ont pas de pouvoir particulier, mais qui vont pouvoir, en manipulant un petit peu les tests de compétences, eh bien, se sortir de situations très périlleuses. Vous avez les mystiques, comme son nom l'indique, ça peut être une serveuse qui dans une vie antérieure, Agnès Baker a été une sorcière très connue. Vous avez donc le mystique, le trompettiste, voilà, ce sont des gens qui sont versés dans l'art de l'occulte et qui vont donc pouvoir lancer des sorts, qui ont beaucoup de cartes sorts, donc ce sont des cartes violettes. Vous avez les truands, donc c'est une classe qui est fondée sur l'argent, donc vous allez pouvoir avoir des ressources, en acquérir, jouer. Vous avez les gardiens, donc qui sont des gens plutôt chargés de faire respecter l'ordre, donc le gardien du FBI, le gardien de commissariat, ou l'agent du FBI, ce type de choses. Et ce sont des gens qui veulent faire respecter la loi, l'ordre. Voilà, ce sont 5 classes de personnages très très différents. J'en oublie un, le chercheur, absolument, le chercheur. Donc le chercheur, comme son nom l'indique, c'est le bibliothécaire qui, au détour d'un rayon de bibliothèque, est tombé sur l'appel d'un ouvrage du mythe, pas forcément le Necronomicon tout de suite, mais un ouvrage du mythe, et s'aperçoit que effectivement le monde va peut-être être envahi par d'anciennes créatures stellaires, hein, et qui donc veut s'y opposer. Et ce sont une classe de personnages qui est plutôt adaptée à investiguer, à enquêter et à faire avancer le scénario. Vous avez 5 classes de personnages, ces 5 classes sont vraiment très très différentes à jouer. Elles procurent tous un plaisir important. Vous voyez, moi au début je pensais pas jouer gardien, je me suis dit c'est un peu bête, on joue pas mal d'armes à feu, on est très bien équipé au niveau munitions, ce type de choses, on est un petit peu le gros bill, hein, si vous connaissez l'expression gros bill, de l'équipe, hein, quand vous jouez à multi. Et bien même ça, c'est vraiment super sympa, à jouer. Les 5 classes sont toutes différentes, elles sont toutes différentes. Vous avez une rejouabilité au niveau des classes de personnages qui est très importante, et à l'intérieur de chaque classe, vous avez actuellement, je crois, 6-7 personnages qui sont sortis, hein, qui existent, qui ont chacun leur pouvoir différent, leurs caractéristiques de deck différentes, leur point de vie, leur point de santé mentale différentes, leur volonté, intelligence, lutte et agilité différentes, et un background différent, et à l'intérieur de ces 5 classes, chaque personnage est différent à jouer. Si vous jouez Jenny Barnes en truand et qu'ensuite vous jouez Skill O'Toots en truand, et bien c'est pas du tout les mêmes parties. Alors il y a quelques cartes truand que vous allez retrouver effectivement dans le deck, mais vous n'allez pas faire votre deck de la même façon pour Jenny Barnes et pour Skids O'Tools, malgré que ce soit des personnages de la classe truand tous les deux. Une énorme rejouabilité au niveau des 5 classes qui existent. Peut-être qu'un jour ils en créeront une autre, c'est pas impossible. Mais il y a actuellement 5 classes, et là c'est vraiment super sympa de passer de l'un à l'autre. Voilà, de jouer une campagne avec un mystique, avec un sorcier, et ensuite vous allez jouer la campagne suivante avec un chercheur, et c'est pas la même façon d'appréhender la partie. Et c'est vraiment très très fort d'avoir trouvé ces 5 classes qui se jouent, qui ont une mécanique différente avec les mêmes règles. Hein. C'est ça qui est vraiment très fort. Voilà pour les 5 classes de personnages. Alors, au niveau des éléments, je crois que j'arrive pas loin du terme de ce que je voulais dire. Donc l'immersion, le grand côté tactique,
l'excellente collaboration entre les joueurs en côté en multi. Donc ça c'est un élément vraiment sur lequel je veux insister, c'est que lorsque vous jouez en multi, tout le monde participe, tout le monde se prend au jeu et tout le monde veut arriver au bout de ce scénario et arriver à tuer toutes ces goules qui vous barrent le chemin. La sauce prend vraiment très très vite. Après, sur votre première partie, quand vous démarrez avec des gens, il est important que l'un des joueurs connaisse bien les règles. Ça, c'est un fait. Ce qui m'amène au dernier élément un petit peu dur, ce sont les règles du jeu. Donc, c'est un jeu d'une grande richesse tactique, une grande richesse même stratégique, on peut dire. Mais alors, les règles, tout est dans les livrets de règles, mais alors, c'est pas forcément très bien expliqué. On va dire que la mise en page n'est pas super, il n'y a pas d'encadré, il n'y a pas assez d'éléments en gras ou attention, point important. Il faut savoir lire un petit peu les lignes et repérer les éléments importants. Et ça, c'est un élément qui, malheureusement, fait que le jeu n'est pas peut-être aussi connu qu'il devrait l'être. C'est parce que les règles FFG, je trouve, ne sont pas super bien faites. Elles sont toujours complètes, hein. Il y a un livret d'apprentissage et un lexique où il y a quasiment tout, presque tout. Mais alors, il faut savoir se débrouiller. Et tous les jeux FFG sont un petit peu faits comme ça. J'ai joué à un jeu Warhammer, là, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était pareil, hein. Il y a à chaque fois le livret, le lexique et puis le livret d'apprentissage. Malheureusement, le lexique, hein, ce sont les termes comme un dictionnaire et il faut aller un petit peu prendre à droite, à gauche, c'est un petit peu difficile. Donc les règles vont vous demander un effort. À moins que vous soyez un génie, ça ne fait aucun doute. Et même 6 mois après le début du jeu, on en apprend, pas tous les jours, hein, mais on en apprend toujours. C'est un jeu qui est très précis, les concepteurs sont vraiment très très forts. Il n'y a pas de point obscur pour peu qu'on se donne la peine de chercher. Mais pour avoir une connaissance encyclopédique des règles, c'est pas facile, ça n'arrive pas dès le premier jour. Ça en vaut la peine, ça vaut le coup, croyez-moi, de lire ces livrets de règles volumineux et de l'acheter. Mais sachez que vous aurez un petit effort à faire, mais je dirais pas plus que Scythe ou d'autres. La seule difficulté, c'est que comme vous avez des scénarios et de nouvelles cartes en permanence qui vont vous procurer de nouveaux effets, il faut appliquer de façon bête et méchante ce que vous lisez sur les cartes. Mais à chaque fois, ce seront des nouveaux effets que vous n'avez pas lus, par définition, parce que le scénario est différent. Donc il vous faudra faire un effort d'interprétation des règles. C'est-à-dire, vous connaissez les règles, vous devez les appliquer à la carte que vous lisez. Et ça demande une certaine mécanique que vous avez déjà par nature si vous avez déjà joué à d'autres jeux de cartes évolutifs, mais que vous devrez peut-être acquérir si ce n'est pas le cas. Alors au niveau complexité des règles, si je devais donner un avis après 6 mois de pratique, eh bien peut-être en dehors de Res Publica Armada, que vous voyez tout là-haut si vous avez de bons yeux, qui est un vieux jeu où j'ai relu 15 fois les règles sans pour autant bien les maîtriser. Je pense que c'est l'un des jeux les plus difficiles, peut-être pas pour faire une partie ou deux d'apprentissage, mais pour bien pratiquer, eh bien c'est l'un des jeux les plus difficiles au niveau des règles que j'ai pratiqué. Voilà, c'est précis, disons. C'est précis. Dernier point, comme c'est un jeu assez complet, vous verrez dans vos parties, vous allez parfois oublier quelque chose, vous allez parfois oublier peut-être de prendre une ressource, piocher une carte ou un effet de carte, c'est normal. Je ne connais pas de joueur qui ne fasse pas de misplay dans ses parties. Alors vous pouvez essayer, peut-être que vous serez l'exception, mais les misplays c'est un petit peu normal, surtout lorsqu'on débute, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a beaucoup de choses, il faut penser aux cartes que vous avez devant vous. Il faut penser aux cartes scénario qui sont ici, intrigue et acte, parfois penser à celle-ci, parfois penser aux lieux, qui peuvent avoir des effets qui se produisent à certaines phases, et puis vous arrivez à la phase où vous n'y pensez plus. Vous avez des ennemis, pareil, qui ont certains effets qui se déclenchent en début ou fin de phase des ennemis. Tout ça sont des choses qui sont assez nombreuses, et parfois vous en oubliez une, et puis vous allez faire un petit misplay. Bon, il y a misplay et misplay. Hein, il y a les petits et puis il y a les gros. Je dirais que si vous posez plusieurs alliés, donc les alliés ce sont les cartes qui ont des petits icônes ici, alors vous n'avez droit qu'à un seul.
eh bien c'est un gros misplay, parce que ça c'est très important, vous n'avez le droit qu'à un seul collier, vous n'avez que 2 mains, et puis voilà, vous n'avez que 2 emplacements de sort. Si vous dépassez par exemple ces emplacements, on va dire que c'est un gros misplay. Si vous oubliez de déplacer un ennemi, à la face des ennemis, c'est pas forcément super grave. Voilà, je ne veux pas vous, on va dire, vous surcharger avec ce qui va se passer durant le jeu, donc je voulais vous faire partager l'enthousiasme que j'ai à pratiquer ce jeu, qui est à des années-lumière alors que je suis allé très très haut sur Terra Mystica, hein. J'ai quand même 50 parties plateau à mon actif et puis une bonne cinquantaine sur le PC. Je suis moins expérimenté à site, mais enfin Terra Mystica j'ai énormément joué, mais c'est vraiment le jeu où j'ai pris le plus de plaisir depuis de très très nombreuses années. Il n'y a pas d'équivalent. Je pensais avoir atteint les sommets avec Unlock et Item Story, mais non. Ce jeu, qui n'est pas très connu, est incroyablement riche et puissant. C'est incontestable. Il aura quelques détracteurs, le hasard, la mise en place, la lourdeur, le coût. Ça, ce sont des inconvénients qui sont présents. Mais vous devez passer tous ces inconvénients et absolument pratiquer Horror à Arkham, le jeu de cartes évolutif. C'est un jeu qui est sorti en 2016 et les paquets sont épuisés, ils sont en réédition, ça marche très très fort. Ça marche beaucoup mieux que tous les autres jeux de cartes compétitifs, il faut le savoir. Approximativement du simple à x5. C'est-à-dire que j'écarte Magic. Magic est le champion en toute catégorie parce que c'est un jeu simple et accessible. Un jeu simple. J'exagère peut-être un peu, mais disons qu'on peut le pratiquer très très vite, peut-être plus. Il y a, pour les premières parties, et c'est quand même le champion, ça reste le champion en toute catégorie, mais c'est pas la même cour. Là, c'est collaboratif et Magic, c'est compétitif, et en plus, c'est un pay to win de mon point de vue. Voilà, donc vous devez absolument faire la connaissance de ce jeu si vous ne le connaissiez pas. Vous avez en ligne quelques vidéos de parties, commencez peut-être par celles du début, qui seront forcément un peu plus accessibles, parce qu'au fur et à mesure que je pratique les parties sur YouTube, je vais un petit peu de plus en plus vite sur mes explications, et donc les dernières parties vont vous sembler peut-être un petit peu obscures. Voilà, si vous avez des questions sur Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif, je crois que je n'ai pas cité le concepteur du jeu. Alors, je vais me déplacer jusqu'à la boîte parce que ça c'est une grosse erreur. Matt, comment s'appelle-t-il le concepteur du jeu? Alors, c'est pas indiqué de ce côté-là, c'est incroyable, j'ai oublié son nom. Voilà. Donc c'est un jeu de Nat French et Matthew Newman. Alors, je connais surtout Matthew Newman, je ne sais pas si Nat French est toujours là, je pense que oui. Mais ils sont deux, oui, ils sont toujours deux. Bon, je vois plus souvent le nom de Matthew Newman, peut-être qu'il s'arrête plus souvent à la presse que d'autres, mais c'est un génie, il faut bien le dire. Il faudrait lui dresser une statue à Arkham ou à l'université du Miskatonic, c'est obligatoire. Il paraît que c'est un joueur qui... c'est un joueur, et puis il a fait des scénarios sur certains jeux de FFG. C'était tellement bon qu'ils l'ont pris. Ils l'ont mis sur Arkham, et puis ça donne ce jeu génial. C'est un jeu fait par un joueur, pour les joueurs, avec la profondeur qu'il souhaitait. Ce jeu fait référence au jeu de rôle que vous avez pu pratiquer dans votre jeunesse, voire même repratiquer parce que ça revient à la mode, au livre dont vous êtes les héros, au jeu de cartes. Voilà, il y a tout un tas de références, et la somme de toutes ces références, ça donne Horror Arkham. Et c'est de la folie douce. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Investiguez bien, puisque dans ce jeu on fait de l'investigation, comme vous le savez, dans l'appel de Cthulhu. Et je vous dis à bientôt, j'espère, dans l'univers de Howard Philip Lovecraft.